Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de référencement sur les moteurs de recherche IA, notamment ChatGPT. J'ai quelques astuces à partager avec vous. Et avant tout, je vais quand même me présenter. Moi, c'est Véronique Jung. Je suis experte SEO à l'international depuis 2010. Ça va faire 15 ans cette année. Et j'ai fait j'ai été dans différents types d'entreprises, agences, in-house, et aujourd'hui, depuis 2017 même, je suis entrepreneur, à mon compte. J'ai eu une agence auparavant qui s'appelait Rankwell, mais là aujourd'hui, je représente ICA, que j'ai ouvert à Hong Kong avec mon mari. Et ICA, c'est vraiment une agence de media linking, de référencement naturel et également de podcasting. Et justement, ce qu'on va voir ce soir, c'est une marque que j'ai créée de toute pièce, Narastoria. C'est un studio de podcast à Paris. Et notre spécificité, c'est également le référencement de podcasts. Mais comment j'ai pu hisser cette marque en gros au top sur ChatGPT. Aujourd'hui, si vous tapez agence de référencement de podcast, agence PSO, normalement, Narastoria devrait remonter. Et aussi, dans le passé, j'ai pu présider le FEPSEM, qui est la fédération des référenceurs, entre guillemets, des search marketers en France. Donc, comme je viens de vous dire, Narastoria, c'est une marque que j'ai en gros co-créée avec mon mari, from scratch. Et aujourd'hui, pour exister en ligne, pour vous faire une place, il faut absolument travailler votre réputation et la confiance que des consommateurs, des utilisateurs vont vous accorder. Et donc ça passe par le branding, ça passe par l'UGC, ça passe aussi par des phases plus techniques, comme on va le voir tout à l'heure avec tout ce qu'on peut appeler entités nommées, les rich snippets. Je ne sais pas si certains sont, on va dire, connaisseurs du SEO dans le public. Un petit peu, d'accord. Donc, avant tout, quand même, pour réussir votre branding, vous référencer correctement sur ChatGPT et les autres moteurs IA, il faut bien évidemment savoir bien faire son SEO pour Google ou même pour Baidu, si je pense à la partie Chine avec DeepSeek, qui est aujourd'hui autant utilisée par les jeunes, je pense, que ce qu'on a ici en France, si je compare avec ChatGPT. Parce que j'étais en Chine il y a 2 mois et tous ceux que j'ai pu rencontrer, me parler, ils disent oui, mais tous les jeunes aujourd'hui sont sur DeepSeek et nos étudiants, parce que je donne aussi des cours à l'université. Et tout le monde est un peu, comment faire pour éviter ça. Voilà, de l'usage sans arrêt des IA pour répondre à tout. Mais aujourd'hui, ne pas se référencer sur les IA, c'est aussi se priver d'une partie de trafic qui peut être intéressante. Donc avant toute chose, aujourd'hui, il faut avoir des sites web bien pensés. C'est pas juste créer un site web pour dire ok, voici mes offres, mes services, mes produits. Chaque landing page doit répondre à une requête, doit répondre à une question. Qu'est-ce que le visiteur a besoin? Et pour trouver ces mots-clés, souvent en SEO, on va faire ce qu'on appelle une analyse sémantique. Donc on va faire une étude de mots-clés, on va chercher qu'est-ce que les consommateurs, les visiteurs tapent le plus. Certes, il y a des mots-clés génériques qui vont être très populaires, qui vont ramener beaucoup de trafic, mais est-ce que ça va être du trafic qualifié? Il y a aussi ça. Pour avoir du trafic qualifié, idéalement, il faut que la requête soit assez précise. Donc souvent, pour identifier les mots-clés, la petite astuce, c'est d'aller sur des mots-clés avec des caractéristiques. Si je prends l'exemple d'un site e-commerce qui vend des sacs à main en cuir, sac à main, ok, c'est un mot-clé très générique qui va vous amener du monde, du trafic, mais peut-être aussi beaucoup de taux de rebond. Taux de rebond, ça veut dire quoi?
La personne arrive sur la page, elle repart tout de suite. Parce que c'est pas ciblé. Ça n'a pas répondu à sa demande. Du coup, elle vient, mais elle repart tout de suite. Si la personne est restée moins de 15 secondes sur la page, le taux de rebond va être considéré comme très élevé. Donc l'idée, c'est de garder une personne dans le site web et que techniquement, qu'il n'y ait pas trop de bugs. Donc pas trop de pages 404, trop de pages en erreur ou trop de pages en redirection. Tout ça, ça tue votre SEO. Parce que peu importe l'algorithme, que ce soit Google, ChatGPT, Baidu, Bing ou autre, ce sont des entreprises derrière. Elles ont des ressources et elles ne vont pas allouer en fait énormément de temps et surtout un temps illimité à les crawler, indexer, rendre visite à vos pages. L'idée, c'est vraiment de montrer les pages les plus stratégiques de votre site à ces algorithmes. Une fois que ces algorithmes ont détecté ces pages, là, elles vont avoir plus de chances de bien les indexer et de les référencer par la suite, et donc les retourner en résultat de recherche. Donc il faut se dire que dès la conception du site, il faut réfléchir à ok, combien de langues je vais mettre dans ce site, sur quel marché je vais m'ouvrir. Ça se trouve, ça va être qu'uniquement en français, et ça peut être très bien, ou qu'uniquement en anglais. Mais dans ce cas-là, il faut aussi des pages monolingues. On ne fait jamais de site avec une partie en français en haut, une partie en anglais en bas. Ça, c'est très mauvais pour le référencement, par exemple, parce que vous avez différentes versions de Google. Si je prends Google en exemple, vous avez Google France, Google DE, Google ES, Google UK. Et si vous mélangez toutes les versions, enfin toutes les langues sur votre page, l'algorithme ne sait plus quelle version prendre en compte, quelle est la version principale. Donc pour chaque page, il faut faire une langue et idéalement traiter une idée. Une seule idée, un seul mot-clé avec son champ lexical. Par exemple, si vous avez une page produit qui traite de chaussures en cuir pour femmes couleur rouge, il faudrait que cette page produit ne contienne que ce mot-clé, quasiment. C'est-à-dire que vous allez l'avoir en H1, après il faut varier un petit peu, chaussures en cuir, femmes rouges. En H2, ça peut être pourquoi opter pour nos chaussures en cuir rouge, etc., etc. Il faut que tout le champ lexical soit cohérent et logique. Donc, comme je le disais, chaque LP doit répondre à un besoin précis. Bon, là, moi, j'ai mis un exemple parce que on donne des formations de podcasting, de référencement. Et l'idée, c'est de se focaliser vraiment sur une landing page, limite faite pour du SEA. Ça pourrait marcher, mais dans le but vraiment de capter l'attention sur qu'est-ce que vous offrez comme formation, le prix, parce que même ça, c'est très important pour ChatGPT et les autres moteurs. Il faut avoir des offres claires et surtout une offre par page. Pas mettre trop de choses sur une page web. Et être minimaliste, j'allais dire. Et donc aujourd'hui, en tant qu'SEO, parce que ça dépend aussi un peu des typologies, mais si vous avez un site vitrine, juste un site de présentation et non pas un site e-commerce, ça ne sert à rien de faire des tonnes et des tonnes de pages parce que, comme je vous le disais, vous avez ce qu'on appelle le crawl budget en SEO qu'il faut respecter. Et tous les algorithmes ont un crawl budget à attribuer pour chaque site. Et donc, faire attention à ça et plutôt se concentrer sur l'information essentielle, sur qu'est-ce que vous vendez et éviter évidemment de faire des pages qui ne servent pas parce que ça peut vous coûter aussi très cher en netlinking. Est-ce que le mot netlinking parle à tout le monde? Non. Alors, c'est quoi le netlinking? Souvent en SEO, on va dire qu'il y a 3 piliers. Oups, j'ai besoin d'aide. En SEO, on a 3 piliers. On a la technique, donc tout ce que je viens de vous raconter, crawl budget, indexation, etc. On a la sémantique, donc tout ce qui est mots-clés, choix de mots-clés, rédaction de contenu. Et il y a une notion qu'on va regarder tout à l'heure, c'est le CTR, donc le taux de clic. Et le netlinking, c'est la popularité du site. Plus un site va être populaire, plus il aura de chance aujourd'hui de bien remonter dans les IA. Parce qu'aujourd'hui, la médiatisation compte énormément en termes de critères. Il y a la popularité du site en lui-même,
donc le domaine d'autorité, tout ça, mais aussi la médiatisation que ce site peut avoir. Plus on va parler de lui dans des médias locaux, des médias nationaux, plus ce site a des chances de bien remonter. Mais c'est aussi important d'avoir des plus petits sites qui parlent de nous, qui parlent de notre site. Parce qu'il faut un profil de lien, donc différents sites web qui parlent de nous pour que ça soit naturel. Il ne faut pas qu'on sente que, par exemple, vous avez acheté des liens, que vous avez parlé avec des médias qui vous ont fait des articles sponsorisés. Même si aujourd'hui, ils mettent plus articles sponsorisés, ils vont plus mettre articles partenaires. Si vous voyez ça sur Le Figaro, Les Échos, souvent, ce sont des articles qui vont parler d'une entreprise et qui aident cette entreprise justement à se médiatiser un peu plus. Là, on va aller dans des choses un peu techniques. Donc, les schémas.org, en fait, les rich snippets qui viennent des schémas.org, qui sont nécessaires pour renforcer la sémantique d'une page web. Parce que souvent, je pense que tout le monde a déjà utilisé Google, vous avez title, métadescription dans les résultats de recherche. Le gros titre en bleu et la petite description en bas. Si vous ajoutez ce qu'on appelle les rich snippets ici, vous voyez dans l'exemple ci-dessous de Certideal, il y a le prix en stock ou out of stock, si jamais ils n'avaient plus de stock pour les iPhones reconditionnés, et à peu près la note en termes de UGC, en termes de retour, voilà, des avis sur les téléphones. Ça attire plus les yeux des visiteurs. Ça aide à augmenter le clic. Par exemple, si vous pouvez ne pas les mentionner, mais en stock, ça va attirer plus le clic que si jamais voilà, il y avait le téléphone qui n'était pas en ligne, enfin qui n'était pas disponible. Et ça, vous pouvez le préciser dans ce qu'on appelle les schémas.org. En gros, vous recopiez ce template de code et vous l'ajoutez dans vos pages produits. Et ensuite, il faut renseigner, soit avec du JSON, soit en HTML directement, c'est possible aussi, toute la partie review, click, etc. Et pour les reviews, vous pouvez utiliser par exemple le JSON de Avis Vérifié ou de Trustpilot. Et Avis Vérifié, Trustpilot, on le verra, et je le dis déjà, c'est pris en compte par ChatGPT pour les classements. C'est hyper important aujourd'hui, en gros, même les avis sur Google, de Google My Business, ils vont être pris en compte pour déterminer si une marque est bien, entre guillemets, bien ou pas pour les internautes. Donc dans les top classements, c'est vrai qu'il faudra prendre en compte aussi toutes ces parties liées au balisage sémantique et liées aux avis des internautes. Là, c'est pour le produit, mais sur schéma.org, en fait, c'est une librairie, c'est une sorte de bibliothèque avec divers items, divers, on va dire, objets, où vous pouvez parfois même préciser ces rich snippets pour un événement, pour un service, pour des recettes de cuisine. Ça, c'est très, 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 très utilisé dans les recettes de cuisine, les rich snippets. Si vous tapez recettes de cookies, de crêpes, vous allez voir, souvent vous allez avoir les étoiles et carrément toute la recette qui peut s'afficher. Et aujourd'hui, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des sciences exactes, mais c'est des retours d'expérience de différents référenceurs, de différentes personnes qui ont pu en fait établir que, ok, les rich snippets influencent le classement d'une marque aussi, dans sa précision, en tout cas, de ce qu'elle peut fournir comme information sur un produit, sur un service ou même sur une marque. Donc je vous inviterai à regarder schéma.org si ça vous intéresse. Et toujours lié aux documents structurés et au schéma.org, même si c'est un peu plus éloigné, ce sont les entités nommées. Ça aussi, c'est très important de les mettre en avant, parce qu'en fait, derrière, les algorithmes, comment ils balisent et annotent les textes, c'est grâce à ces éléments, les entités nommées.
Souvent, les entités nommées, c'est quoi? C'est le nom de lieu, nom d'entreprise, nombre de personnes, qu'on va baliser, les dates aussi. Et ensuite, avec l'algorithme et des calculs comme le TF-IDF et tout, mais là, c'est très technique, on va retourner les résultats de recherche en fonction des requêtes des internautes. Par exemple, si quelqu'un tape Larry Page 1998, il se peut que l'article qui parle de Larry Page 1998 soit retourné en résultat de recherche, parce que ça match avec la requête du visiteur. Et en gros, le SEO et le search en général, ça marche un peu comme ça, quoi. C'est tout le temps, est-ce que votre page répond à la requête? Si oui, vous avez des chances de remonter. Donc, besoin égale solution. Et il y a aussi une chose qui est très importante en termes de métrique. Je dirais même c'est la métrique que les SEO utilisent en termes de métrique et de conversion. C'est le CTR. Donc, un bon CTR doit être autour de 4-5%. C'est-à-dire, c'est le taux de clic. Plus vous avez un taux de clic qui sera élevé, plus ça veut dire que votre page cible bien le mot-clé en question et vous avez des chances de bien remonter dans les résultats de recherche aussi. C'est surtout, c'est un indicateur pour dire que vous avez du bon trafic. Là, je vais passer assez vite, hein, mais en gros, le contenu reste roi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment écrire des articles de très bonne qualité. Et la notion de EEAT est hyper importante à prendre en compte. Si vous faites rédiger un article par un expert, pensez à lui faire une petite bio avec sa photo, qu'est-ce qu'il a fait, parce que c'est très très valorisé par les moteurs de recherche. Donc pensez EEAT, pensez qualité, biographie et expertise. Et dites-vous aussi, un texte a plus de valeur dès qu'il atteint au moins 500 mots pour être recrollé plus souvent. Donc le CTR, c'est ce que je vous disais à l'instant. Plus on a un bon CTR, un taux de clic, plus c'est un bon indicateur pour les algorithmes. C'est-à-dire que vos pages répondent bien aux demandes des internautes. L'UGC, j'en parle depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est indispensable. Pour votre branding, pour votre marque, il faut demander des témoignages, il faut demander des avis, parce que dans les algorithmes des IA, l'UGC fait partie des critères. Donc très très important d'obtenir un maximum d'avis pour vos produits et vos services et votre marque. Alors tout ce qui est contenu, vidéo, audio, bien évidemment, très important. Et je trouve que c'est intéressant par exemple d'utiliser la fonction short de YouTube pour faire un peu des teasers pour parler de votre marque. Là, par exemple, moi, c'était un podcast sur le SEO, le PSO notamment. Et grâce à ces shorts, j'ai quand même augmenté pas mal mes nombres de vues. Alors qu'avant, j'avais pas ces records-là, on va dire. Ce nombre, en tout cas, de téléchargements et d'écoutes. Donc, les shorts, petite astuce, ça peut être pas mal pour teaser une campagne de communication ou de branding. Alors une chose importante aussi, on a parlé de netlinking, c'est la RP digitale. La RP digitale, en gros, c'est la médiatisation. Aujourd'hui, c'est indispensable. J'ai pu faire une table ronde avec la Centrale, le Petit Futé et Saint-Gobain, et ils étaient tous alignés sur ce point. C'est RP, 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 pour en fait faire remonter les mentions de leur marque le plus possible par les médias et justement de pouvoir ensuite se référencer correctement sur ChatGPT et tous les moteurs de recherche comme même Google, quoi, j'allais dire. Ça fonctionne très très bien. Donc rédiger aussi des tribunes d'experts. Je pense que ce soir, on est quand même un certain nombre d'experts sur tout ce qui est technique et tout. N'hésitez pas à aller rédiger des articles, par exemple sur le journal du net et tout. Ça fait parler de vous et ça aide aussi au personal branding. Donc, tout ce qui est netlinking, c'est très très important. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister plus.
Mais l'idée, c'est vraiment d'obtenir le plus de liens possible sur des annuaires de qualité, sur des sites de qualité, pour justement réussir ensuite à vous positionner. Là aussi, c'est un des exemples de liens externes. Pour réussir à vous positionner non seulement sur Google, et essayer d'occuper vraiment la SERP de Google avec votre marque. Ça peut être des réseaux sociaux, des comptes de réseaux sociaux que vous allez créer, tout ça, ça compte. Mais une fois que vous avez créé ces réseaux sociaux, il faut penser à les alimenter. On ne peut pas les laisser inactifs comme ça, parce que sinon, ça fait aussi, ça ne donne pas une très bonne image à la marque. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, quand on cherche les acteurs sur le SEO, PSO, donc tout ce qui est référencement de podcast, normalement Narastoria, là j'ai eu de la chance, on est référencé en premier, est référencé parmi les top 5, top 10 des agences qui sont dans cette niche, le podcasting et le PSO. Mais c'est tout un travail, tout le travail que vous avez vu en amont, en création de contenu, en RP, en netlinking, en technique, qui permet justement aujourd'hui d'avoir des résultats satisfaisants et d'être bien référencé sur ChatGPT. Après, tout ce qui est sponsor d'événements, bien évidemment, c'est des astuces en plus, mais ça vous permet d'obtenir toujours des liens externes en plus, de renforcer votre visibilité en ligne et offline, ça compte aussi. Donc, pourquoi pas de travailler aussi sur des événements si vous avez l'occasion. Voilà, obtenir le plus de mentions. Même si vous n'avez pas de lien forcément, c'est la slide, avec cette slide, c'est ce que je veux dire. Même si vous n'avez pas forcément un lien, l'idée c'est d'avoir le maximum de mentions. Par exemple, une mention de Narastoria dans BFM, sans lien, moi je le prends. C'est-à-dire que même plus tard, je peux toujours remonter avec Narastoria sur cet article de BFM. Donc c'est très très important. Voilà, travailler, rejoignez des réseaux, par exemple comme celui-ci, Women Tech Makers, ça permet toujours en fait de vraiment bien se référencer et de créer du lien réel, humain, mais aussi de créer des liens, linking, comme vous pouvez le voir sur l'exemple à l'écran. Outils de suivi. Bon, pour tout ce qui est PSO, parce que j'ai eu les questions quand même, je me disais que c'était bien pour vous montrer un petit peu. Vous avez Acast, Ocha et Analytics de Spotify pour voir un petit peu, par exemple, si un jour vous faites du podcasting, où est-ce que vous en êtes. Donc, pour conclure aujourd'hui, le GEO, comme on aime l'appeler aujourd'hui, ce n'est pas que le SEO classique. C'est du branding, c'est du UGC, c'est du netlinking. Enfin, vraiment, il y a beaucoup la partie autour du site qui va compter, autour de la marque. Et si vous ne faites pas un minimum le SEO classique et même le netlinking, je dirais que la marque, elle n'a aucune chance de remonter dans ChatGPT. Enfin, elle peut, mais ça va être quand même compliqué, juste avec du contenu et la partie technique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler tout un ensemble, déjà de travailler tout cet ensemble avant de parler de référencement IA. Et c'est ce que j'aime rappeler en conférence parce que tout le monde se dit, bon, je vais faire ça comme ça, et les clients n'ont pas forcément conscience qu'il y a tout un travail en amont de 3-4 piliers à travailler avant de parler de référencement IA. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je resterai un petit peu. Oui. Sur le contenu, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Sur le contenu UGC, si le contenu UGC est généré aussi par une IA, comment va se comporter en fait, les moteurs de recherche par rapport à ça? Il sait plus ou moins le détecter. C'est-à-dire si tes avis ne sont pas naturels, il se peut que il pénalise quoi en fait. Il ne fait pas remonter la marque. S'il le sent, par exemple, sur Trustpilot et tout, s'il y a des avis qui ont été un peu truqués et créés, on va dire, automatiquement, ChatGPT sait le détecter, et pas que lui, quoi. J'ai une autre question, si je peux me permettre. Les micro-formats, c'est toujours utilisé ou pas? Oui, c'est ce que j'ai montré là. C'était
Oui, c'est microdata. C'est ça, c'est ça. Je l'appelle rich snippet, mais c'est microdata. Et même, il faut y aller, là. Il faut utiliser. Merci beaucoup, ça m'a vraiment aidé potentiellement dans mon projet, mais mon projet qui est encore en très tôt, une phase très tôt, et du coup là c'est un landing page pour rejoindre la waitlist. Mhm, Mais j'ai un souci, c'est par SEO, genre maintenant je tape le nom de l'entreprise, ça a déjà montré, mhm. genre assez tôt, mais le problème c'est avec ChatGPT j'ai essayé et sinon comme j'ai pas fait toutes ces étapes là, on trouve rien. Et du coup, j'ai une question, c'est, vous avez mentionné, il faut être vraiment précis, enfin, dans le page. Oui, la landing page. Oui. Et mais le problème, c'est moi, j'ai deux cibles. Un, c'est les partenaires et aussi des utilisateurs. Est-ce qu'il faut créer vraiment genre deux liens de sites différents? Dans ce cas-là, ouais, il te faut 2 pages différentes parce que ce n'est pas les mêmes profils et ni les mêmes requêtes derrière. Ça ne va pas être les mêmes personnes qui vont chercher. Tu as besoin de créer 2 pages et en plus ensuite de faire un peu de netlinking, même avant de parler de RP digital, parce que là tu dois contacter des médias un peu plus gros et ça peut coûter assez cher en termes de budget. Mais pour commencer, voilà, du netlinking au moins, ça permet déjà de médiatiser un petit peu la marque et peut-être te référencer sur ChatGPT. Merci. De rien. Voici le temps court.